Qu'est-ce que ça fait, vous, il y a plus ce contrôle un petit peu populaire autour de n'importe quel produit journalistique? Comment vous vivez? Alors moi, quand je travaillais pour Le Monde, j'avais eu le malheur justement de commencer à lire ce genre de commentaires. Et chaque journaliste reçoit le courrier des lecteurs. C'est pas forcément des lettres qui louent vos grands talents. C'est aussi des gens qui ne sont pas d'accord forcément avec le débat que vous lancez ou la dénonciation que vous faites de certaines choses. Et ça peut être très violent dans la perception parce qu'on est auteur de son texte et on le défend et en général on a passé du temps dessus, on a travaillé encore une fois avec des sources sûres en général, fiables. Donc ça peut enchaîner des débats intéressants, productifs, mais ça peut aussi être très mal vécu. C'est souvent de l'hostilité, vous aurez remarqué si vous regardez les commentaires. Rarement quelqu'un va prendre le temps d'applaudir un auteur ou un journaliste. En général, les commentaires, c'est plutôt pour vider sa colère, hein. C'est pas souvent pour féliciter, et puis ça n'aurait pas de sens d'ailleurs, parce que qu'est-ce qu'on en ferait d'un message sur la félicité, vous félicitant. On est là pour faire notre boulot. Voilà, donc c'est pas très intéressant, tout comme les journaux ne sont pas faits pour vous annoncer il fera beau demain. Donc c'est un peu difficile, et moi au bout d'un moment, j'ai fini par me dire je ne les lis plus. Et c'était devenu vraiment radical de ma part, c'est que un ami me faisait signe et me disait t'as vu, il y en a un, il est vraiment là, il revient plusieurs fois, etc. Et donc pour le coup, je le contactais, je lui envoyais un mail, on discutait. Mais à part ce genre de situation extrême, j'évitais vraiment de lire les commentaires. Parce que, j'allais vous dire, ça vous empêche de bien travailler le lendemain. Vous n'avez plus envie et votre métier, c'est quand même de faire objectivement votre travail. Donc, c'est pas de rentrer dans la subjectivité. Alors, tous les sujets, hein, on ne va pas parler... moi, je m'occupais surtout à l'époque, je couvrais les Nations Unies, donc c'était la Syrie, la Centrafrique, le Mali, le Proche-Orient. Donc, c'est vraiment des sujets qui éveillent... des tensions et des passions. Étant basée aux États-Unis en plus, on me prenait à partie en me disant voilà, vous êtes aux États-Unis, comment les Américains perçoivent les choses, etc. Donc il y a aussi cette façon de juger qui n'est pas très appréciée. Moi, je vais vous citer un exemple récent d'un papier que j'ai fait pour vous montrer à quel point parfois c'est assez rigolo, entre guillemets. J'avais fait un papier sur l'Opéra d'Avignon et son directeur qui va partir bientôt dans 2 ans, qui va quitter l'Opéra, Raymond Dufaux. Et je disais qu'il serait temps, et en plus il va y avoir des travaux à l'Opéra qui vont commencer la saison prochaine, qui vont durer 2 ans. Sachant qu'il y a 80 000 personnes quand même, c'est à peu près la taille de la ville d'Avignon, qui vont à l'Opéra-Théâtre d'Avignon chaque année, vu la qualité du programme, aussi bien en musique, classique, baroque, opéra, humour, théâtre et tout ça. Et j'avais fini mon papier en disant « Espérons qu'il n'arrivera pas à l'Opéra d'Avignon ce qui est arrivé à l'auditorium du Thor, où, quand on a remercié, entre guillemets, le même Raymond Dufaux, la fréquentation est passée de 55 000 spectateurs par an à 8 000. Je me prends, un mois après, je me prends un mail de quelqu'un du conseil, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas être diffamante, mais quelqu'un du conseil départemental, du conseil général de l'époque, plus exactement, mais qui n'est plus élu maintenant, qui l'a très mal pris, qui m'écrit texto « Je suis très étonné de lire ce que vous écrivez, parce que M. Raymond Dufaux n'a pas été remercié, il est parti, bien sûr. Alors qu'on lui a dit, à votre âge, bon, je suis au courant de ce qui s'est passé dans la... Et du coup, j'aurais pu en faire état dans la presse, mais je ne l'ai pas fait, mais je l'ai réservé pour ma réponse à qui de droit, parce que dans la réalité... L'adjoint à la culture chargé donc, de l'opéra, et qui avait 80 ans, lui, avait dit à Raymond Dufaux, 70 ans, à votre âge, vous devriez penser à partir à la retraite. Donc, ce n'était pas lui qui a voulu partir, donc on propose que vous changiez. Quant au nombre de spectateurs, j'ai la fréquentation, je me suis fait donner la fréquentation de l'auditorium du Thor. Elle est effectivement, elle n'est pas de 7500, elle est de 7900, au lieu de 55 000. Vous voyez la différence. Donc j'ai répondu à la personne, qui n'est pas n'importe qui dans ce département, cher monsieur, avec ses titres, parce qu'il en a beaucoup, en disant décidément les faits sont têtus, je m'étonne que vous soyez surpris, vous m'envoyez moi-même surprise, parce que je maintiens que Raymond Dufaux a été remercié, puisqu'il ne voulait pas partir et qu'il a préféré tout grouper en même temps, son départ des Corrigis d'Orange comme de l'Auditorium du Thor et de l'Opéra d'Avignon,
quant au nombre de spectateurs. En telle saison, 12-13, c'était 4500, 13-14, c'était 8000, et 14-15, et divisé par 3, ça fait sur 3 ans, donc les 3 dernières gestes. Voilà. Mais, vu par lui, par la personne du conseil général, tout ce que j'écrivais était faux. Surtout, ça l'agaçait. Voilà, et ça a duré un moment, les échanges de courrier. Donc, vous voyez, bon, voilà. Du coup, on perd du temps. Mais moi, jusqu'au bout, je maintiendrai cette version que je vous donne là, parce que je sais que j'ai raison. Voilà. Bon, en même temps, c'est la liberté de s'exprimer. Hein. Aux États-Unis, le Ku Klux Klan manifeste dans les rues et on ne va pas le chasser. C'est normal. C'est le First Amendment. Vous n'allez pas contre ça. Si vous commencez à sélectionner qui doit manifester, qui ne doit pas, et sur qui écrire et pas écrire, et qui c'est fini. Je veux dire, c'est plus la démocratie. Ça, c'est le sens. Donc, tant mieux si les gens ont envie de faire des commentaires. Le problème, encore une fois, c'est que ce ne sont pas toujours des commentaires venus de bonnes intentions. Quoi. Mais ce qui serait bien, c'est que le débat s'ouvre. Le débat peut s'ouvrir, ceci, il y a des gens qui répondent. Hein. Il y a je ne sais pas si vous suivez ça sur Internet, que ce soit dans les pages du Monde, de l'IB ou du Figaro d'ailleurs, les commentaires sont publiés forcément, puisqu'ils sont sur la page. Donc, d'ailleurs, il m'a semblé qu'il y a certains médias dont je ne sais plus le nom, j'ai entendu parler de ça il y a 3 mois, qui ont décidé de supprimer ces commentaires. Bonne ou mauvaise idée? Alors, pour le coup, je suis lecteur, je trouve pas ça. Si je suis lecteur de ce site ou de ce journal, j'ai pas trop envie de continuer à le lire, quoi, parce que c'est pas normal. Le public a le droit à la parole. Je veux dire, on s'adresse. Notre audience, ce sont les lecteurs, c'est le public. Donc, on est là pour les lecteurs, les auditeurs. Si vous acceptez pas, et puis sous quel prétexte, parce qu'il serait. Alors, si c'est insultant, évidemment, c'est autre chose. Mais tout comme au début des émissions de radio, on choisit les soi-disant spectateurs qui vous posent des questions, parce qu'on filtre les questions, il y a toujours moyen de filtrer. Hein. Si vous voulez, c'est pas très compliqué. Donc, les propos orduriers, on les passe sur RTL. Je sais plus quelle est la fameuse émission. Oui, il faut exprès. Il y a des gens qui sont castés aussi. Hein. On appelle Lucette, là, par exemple, de je ne sais où. On sait que ça va péter les plombs dans 3 minutes. Voilà, c'est un bon client, vous savez. Il y a des gens, on sait très bien, qui appelaient dans les radios pour faire de l'audimat. C'est ce que fait Bourdin tous les matins. Il appelle son René Taxi, là, qui fait des analyses géopolitiques, voilà, de comptoir de bistrot. Ça marche, les gens adorent ça. Hein, voilà. Vous savez, quand on parle de démocratie, moi, la question, d'abord, j'habite au Comté, bon, donc j'ai un maire Front National. Et ensuite, il y a une députée Front National, et il y en a 2 en France, dont une dans le Vaucluse. Et moi, on me dit, alors, au Pontet, comment ça se passe? Alors, moi, je ne suis pas Front National, mais je réponds. Ben écoutez, avant, il y avait un maire UMP qui restait là 30 ans, ou 40, qui a succédé à un autre RPR, qui a plombé la ville de 50 millions d'euros et qui est parti, qui a commandé avant de partir comme vice-président du Grand Avignon 40 rames de tramway dont on ne verra jamais la première circuler à Avignon, ou alors je ne sais pas, je pense que je serai morte. Quant au nouveau maire, ben écoutez, il a 32 ans, il est kinésithérapeute, il est pontétien, il n'a jamais fait de politique avant, il essaie de se battre pour faire des économies, pour que la ville où il est né, il a grandi, où il a des clients, ben, elle vive, voilà, bon. Mais vu de l'extérieur, c'est le maire actuel qui passe pour un tortionnaire et pas celui qui pendant 50 ans a fait n'importe quoi avec les finances du Pontet en faisant un boulodrome high-tech, etc. pour le 4e âge du Pontet. Alors lui, personne ne lui en veut. Mais alors le nouveau qui est arrivé de façon élue démocratiquement, même réélu avec 60% au premier tour, parce qu'au premier tour de la 2e élection, parce que la première avait été invalidée pour 7 voix d'écart, alors là, ça a l'air de poser problème. Donc, où est la démocratie dans tout ça? Je vous le demande. Ou le déni de démocratie. Voilà, monsieur. Oui, j'aimerais demander l'avis de Madame Jeunesse concernant les violences sur les journalistes en France. Souvent, quand je regarde certains médias, je pense particulièrement à Canal+, à certaines émissions, on voit que les journalistes sont sont attaqués. On l'a vu aussi à Notre-Dame, à Nantes, où les journalistes étaient caillassés. J'aimerais savoir si cette liberté d'expression, elle n'est pas le reflet aussi d'une information qui n'est peut-être pas aussi performante que ce qu'on pourrait en attendre.
aujourd'hui, j'ai du mal à regarder certains médias parce que je sais ce qu'ils vont dire, je sais comment ils vont le présenter, je sais même plus ou moins les titres qui vont se suivre. Absolument. Et du coup, j'ai plutôt tendance à me réfugier sur soit France Culture, soit l'émission Le Petit Journal, qui est limite au niveau déontologie, mais qui en même temps montre un aspect du journalisme, montre la réalité d'une manière différente, et qui m'interpelle beaucoup. J'aimerais avoir votre avis. Mais oui, la liberté d'informer, c'est aussi la liberté d'être informé. Donc ça s'inverse. Si vous avez le choix du média que vous voulez suivre, écouter, lire ou regarder, il faut vous appeler. Si ça c'est ça la liberté aussi. Oui, excusez-moi, on a l'impression parfois que les réactions des gens, les avis des gens sont plus liés à l'analyse politique des journalistes qu'à une réelle écoute et une réelle analyse de ce que disent les politiques en vrai. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut être informé justement et objectivement. Oui, avec des interviews qui sont longues. Devrait... Le Grand Journal est une mauvaise émission politique puisqu'elle ne laisse pas parler les gens. Oui. Voilà. Je ne me regarde pas, je ne sais pas. Mais je le connais, je vois très bien. Je l'ai regardé il y a quelques années, mais je ne le regarde plus. Écoutez, je ne sais pas, je pense que le problème de la politique... C'est vrai qu'en France, mais on n'est pas quand même dans la situation italienne où là, pour le coup, tous les médias sont tenus par le politique et on ne sait par qui, et où les agressions, là, pour le coup, contre les journalistes sont beaucoup plus courantes et beaucoup plus nombreuses. Donc, c'est vrai que le politique vient toujours... Enfin, c'est la verrue, c'est le problème. Hein, mais je ne pense pas... Enfin, là, en l'occurrence, je ne sais pas... Que le Front National interdise, par exemple, l'entrée des journalistes Alors ça, oui, ça, c'est ça a toujours été le cas. Ça a toujours été très difficile. On se souvient d'une enquête de ce journaliste-là qui avait réussi à rentrer dans le parti, qui s'était intégré et qui avait fait quelque chose d'incroyable. C'était il y a quelques années maintenant, hein, c'est pas tout jeune, mais oui, alors quoi, qu'est-ce qu'il faudrait, vous voudriez imposer aux partis politiques l'ouverture aux médias? Il y a tellement d'autres censures comme ça. Vous voulez aller faire des films sur les prisons utilisées en ce moment, par exemple, aux Pays-Bas pour accueillir les réfugiés qui n'ont pas de papier, c'est interdit. J'ai été témoin, monsieur, j'étais à Mazan l'année dernière, quand Marine Le Pen a lancé sa campagne, c'était le 30 novembre, je le sais parce que c'était la Saint-André. Moi j'étais arrivée tôt parce que je sais que c'est toujours compliqué, moi chaque fois j'ai des problèmes avec le service d'ordre du Front National. J'en ai eu quand j'étais en poste dans le Var pour France Info, notamment avec Jean-Marie Le Pen et M. Hollande, qui était pied noir, etc., qui était son garde du corps. J'en ai eu après quand Yann Pia était la seule députée Front National de France, qui a été dessoudée en 93 à hier. Non pas par elle, mais par le service d'ordre du Front National, parce qu'ils ne supportaient pas qu'on leur pose certaines questions. Bon. Et je peux vous dire que dans le Var, il n'y avait pas que qui posait problème, il y avait aussi Léotard et sa piscine, Maurice Arex et ses magouilles, parce que alors les magouilles dans le Var, franchement, c'est un pléonasme. Hein. Et donc j'étais à Mazan ce jour-là. Moi j'étais arrivée tôt avec la journaliste du Monde, on était arrivé vers 11h, pour nous montrer nos papiers, avoir notre badge et nous installer. Puis il se trouve que les journalistes du Petit Journal, ainsi que du Dauphiné et de Vaucluse et de la Provence, avaient passé la matinée sur le marché de Carpentras avec Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Et que tout le monde est arrivé à Mazan avec 3 quarts d'heure de retard. Et qu'il y avait au milieu le Petit Journal qui donc avait filmé pendant toute la matinée la Tati et la petite fille sur le marché de... Et que quand ils sont arrivés, nous on était à l'intérieur déjà, donc je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous le raconter, parce qu'après il fallait refranchir les Cerbères dans l'autre sens. Bon, déjà une fois, ça suffit. Ce que j'ai entendu dire qui s'était passé, c'est qu'on avait prévenu le Petit Journal que c'était une réunion privée, entre guillemets, puisque les autres journalistes étaient admis pas eux. Voilà. Et alors du coup, les autres journalistes qui étaient à l'entrée et qu'on aurait laissé passer, ont fait corps avec le Petit Journal en disant bah, si eux ne rentrent pas, nous on ne rentre pas. Et puis finalement, ils sont rentrés. Voilà. Donc, s'ils considèrent que c'est un endroit privé, vous savez, moi j'ai eu le même problème avec Michelin quand j'étais en poste en Auvergne. Il y avait une manif chez Michelin parce qu'il y avait 1200 licenciements. J'étais à la 4h30 du matin quand le personnel de nuit s'en va et qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Eh bien, j'ai été secouée, mais vraiment au sens propre, par le service de sécurité de M. Michelin, en disant ici c'est une propriété privée. Vous n'avez rien à faire ici.
Alors le Front National part du principe que sont invités à ces meetings les gens qu'ils invitent. C'est comme si on était dans leur salle à manger. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est la raison qu'ils donnent. Voilà. Et moi, je peux vous dire que j'en ai fait les frais. Bon, cette fois-là, non, parce que bon, maintenant, je commence à blanchir. Ils commencent à voir que je ne suis pas une dangereuse terroriste, peut-être, je ne sais pas. Mais je garde mes idées, ma vision des choses. Voilà. Maintenant, ils considèrent qu'ils sont chez eux, qu'on n'a pas à y aller. C'est comme les usines Michelin, c'est une propriété privée. Voilà. J'ai eu d'autres trucs. Chez Tapi, c'était pareil à l'OM. Quand Tapi était le patron, il disait l'OM, j'en suis le président, vous n'avez rien à faire ici, dégagez. Voilà, donc ce n'est pas qu'une question politique, c'est une question de pouvoir de certaines personnes, que ce soit des industriels, des patrons de clubs de foot ou des politiques. Oui, on peut pas s'en féliciter, ça c'est clair, mais je vois mal. RSF demain pourrait faire un communiqué disant que on réagit tous les jours. Franchement, on a à peu près 10 000 communiqués publiés par an en réaction de violation de la liberté d'informer, ça pourrait être l'un d'entre eux, mais connaissant le parti en question, je ne pense pas que ça les chatouillerait beaucoup. Oui. Ça relève aussi un petit peu de leur liberté d'expression, aux petits journalistes. De refuser, oui, bien sûr. D'être interdit d'accès et de dire nous on vous montre, on n'a pas vraiment envie, voilà pourquoi. Voilà, absolument. Après, ils en prennent la responsabilité. Le Front National qui porte plainte derrière eux pour dire diffamation, diffamation. Moi j'ai filmé, vous m'avez refusé l'accès, j'ai pris en toute responsabilité de le diffuser, et maintenant. Oui, par défaut, c'est toujours ce qu'on dit à la fin de l'enquête où le coupable ou la personne visée par l'article refuse de commenter. On dit toujours. J'ai un autre exemple à vous donner. Il y a quelques années, quand il était président de la République, Nicolas Sarkozy est venu inaugurer le nouvel hôpital d'Avignon et ses extensions, un an après que les extensions aient été réalisées. Il a fallu pour cela donner le numéro de carte de presse du journaliste qui serait accrédité par la préfecture, blabli, blabli, blabla. Le journaliste avait donc rendez-vous à 9h à l'hôpital Henri Dufaux. À 11h, je n'avais toujours pas de ses nouvelles. Je l'appelais, ça ne passait pas. Il y avait messagerie immédiatement, à un quart d'heure du journal. Et pendant ce temps-là, sur LCI, on avait vu arriver M. Sarkozy et Carlita, on avait vu arriver la maire d'Avignon, Magérie Zozéroag, ainsi que le député carpentrassien Jean-Michel Ferrand, et on avait vu le journaliste de TF1 et de la Provence. Et je ne voyais pas mon journaliste dans la visite du président. Vers midi moins 5, parce qu'on a quand même un journal à midi moins 5, il m'appelle, je l'engueule, je laisserai temps quand même, ça fait 2 heures que Sarkozy est reparti. Tu n'as toujours pas fait de papier, on fait quoi? Il me dit, tu sais quoi? On est arrivé, à part TF1 et RTL, ou la Provence et TF1, ils ont parqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les journalistes dans le sous-sol de l'hôpital, dans la salle de réunion du conseil d'administration. Ils ont suivi la visite de Sarkozy par les caméras et les télévisions qui étaient dans la salle du sous-sol de l'hôpital. C'était une exclusivité TF1 LCI. Voilà. Alors moi, j'en suis partie de là en disant, puisque c'est ça, moi je me suis dit, on va reprendre le son de Sarkozy, etc. Je me suis dit, ben non, on ne passera rien. Et j'ai fait une brève, moi, et bien, le plus drôle est à venir, en disant, aujourd'hui Nicolas Sarkozy est venu visiter comme nous n'avons pas été, malgré l'accréditation de la préfecture, la présence d'un journaliste, d'un magnétophone, etc., nous n'avons pas été autorisés à suivre la visite, donc nous ne vous en parlerons pas. Et c'est moi qui suis allée à l'antenne le dire, très énervée. Et bien, vous savez ce qui s'est passé le lendemain? Mes journalistes, enfin ceux de la rédaction, les syndicalistes en particulier, qui ont dit, mais c'est un scandale, c'est quand même le président de la République. Pourquoi on n'entend pas le président de la République sur notre antenne? Parce que tout le monde avait repiqué le son de LCI, puisque personne n'en avait. Et qui est-ce qui a eu des soucis avec ces journalistes? Ah ben c'était moi, vous voyez. Comme quoi, il vaut mieux en rire. Voilà. C'est ça la liberté d'information. Mais ça aurait été un autre président, j'aurais fait pareil. Je tiens à préciser que ce n'est pas une couleur politique et que je trouvais cette posture. Pourquoi on nous demande de nous accréditer un journaliste qui passe la matinée à rien faire dans les sous-sols de l'hôpital, alors que dans ce cas-là, je branchais TF1 ou LCI, je recopiais le son et je me dis, Nicolas Sarkozy était ce matin à Avignon, il a inauguré l'extension de 500 mètres carrés de l'hôpital qui avait eu lieu depuis un an. D'ailleurs, c'était même pas d'actu. Voilà. Bref, voilà. Donc on se mord la queue, vous voyez. Il y a un moment où on se demande où commence et où finit l'information. Et où commence et où finit le ridicule. Voilà.
On peut conclure sur ça, si vous voulez, à moins qu'on ait une autre question. Madame. J'avais quelque chose à vous demander. J'aurais peut-être pu me renseigner moi-même, mais bon, il se trouve que c'est quelque chose que j'ai lu en ligne aujourd'hui. Il s'agit d'un journal d'information en ligne payant. Je ne dis pas son nom. Et aujourd'hui, en ligne, il demande de l'argent parce que l'État ne le taxe pas au même taux que la presse écrite, qui est de 2,1 ou 2,8%. Et eux sont taxés davantage, et cette taxe les met en péril. Alors ce serait quand même regrettable que dans un pays comme la France, un journal d'expression en ligne payant qui marchait très bien voit son avenir assombri pour une question financière. Est-ce que ce n'est qu'une question financière? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dessous? Je ne sais pas. Je lirai, je chercherai. Mais vous ne voulez pas dire de la question de base, c'est pourquoi est-ce que la presse écrite et la presse en ligne ne sont pas taxées de la même manière? On peut se le demander. Oui, je n'ai aucune idée. Mais j'allais vous dire, s'ils ont besoin d'argent, il y a aussi une façon de gagner, c'est de faire de la publicité. Il n'y a rien de mal à attirer des annonceurs. Il faut arrêter de penser que la bonne presse, elle est sans publicité. La députée Marie-Christine Vergier disait tout à l'heure que chaque fois qu'elle lit un journal en ligne, elle avait des cookies qui apparaissaient. Voilà. Les cookies, c'est une chose, mais la publicité, c'est forcée. De toute façon, elle est obligée de faire avec. Donc, ça, c'est peut-être un choix de ce journal, justement, de ne pas recourir à la publicité. Mais c'est suicidaire, ça n'existe pas aujourd'hui, une presse qui survit sans publicité. Ça n'existe pas. C'est possible, hélas, oui. Enfin, vous voyez bien de quel journal je parle. Je suis pas sûre, c'est pas... Non. Je parle de Mediapart. Ils ont pas besoin d'argent. Je ne pensais pas que c'était dans la difficulté, sincèrement, quand on entend Louis Plénaire nous dire à longueur de journée qu'il a 700 000 euros de trésorerie, je ne sais pas combien de millions d'abonnés et tout. Voilà vous m'étonnez en disant ça, donc je ne pensais pas à eux. Je pense qu'ils en parlaient, il y a une souscription publique qui est ouverte. Oui, on peut s'interroger, nous, le public. Bien sûr. Ce serait malvenu si c'était une excuse, enfin un prétexte. Il formule ça, il écrit texto, il dit... Allez-y, vous. Bien sûr, nous irons, madame, tout à fait. Oui, je regarderai ça. C'est assez choquant parce qu'il y a beaucoup de monde qui lit Mediapart, il y a beaucoup de monde que ça intéresse, il y a beaucoup d'abonnés. Parce que moi, je me vois souvent, notamment sur Canal+, expliquer que c'est vraiment, il est ravi d'avoir, c'est phénoménal la croissance du nombre d'abonnés, du nombre de gens qui viennent sur son site. Donc, je suis un peu étonnée, donc je vais voir. Je ne sais même pas s'il fallait sortir les mouchoirs ou pas. Bon. Ne sortons pas les mouchoirs, nous avons un magnifique cocktail qui nous attend. Nous allons remercier donc le bureau d'information du Parlement européen à Marseille. Nous allons remercier Muriel Mouret qui a accompagné donc nos deux députées européennes jusqu'à la gare TGV. Merci à Alexandra Jeunesse, merci donc à toute l'équipe d'Avenir 84, à monsieur le préfet représentant la ville et les quartiers, qui travaille aussi dans ces quartiers, qui est quelqu'un qui a aussi travaillé dans les lycées, les ZEP, donc il connaît très bien les personnes qui habitent dans les quartiers. Moi, je viens des quartiers nord à Marseille, alors je peux vous dire que je connais aussi. Donc, merci à tout le monde, merci à l'Union Organisation, et j'espère que nous aurons tous appris quelque chose ce soir, très modestement et très humblement, grâce à la collaboration de ces trois jeunes femmes. Merci, bonne soirée. Nous reste bibendum, comme on dit chez Michelin, c'est le moment de boire. C'est du latin.